Bonjour Clément Keguiner. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro d'Eureko. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de croissance externe, d'acquisition, de rachat, d'activités ou d'entreprises. Vous nous venez de Landivisio, où vous pilotez depuis 2020 le groupe familial Keguiner. En quelques mots, peut-être avant de commencer sur ce sujet des acquisitions, présentez-nous le groupe. Très bien, bonjour, merci de m'accueillir. Nous, on fait de la production, de la distribution et du transport de matériaux de construction sur toute la Bretagne. On est basé effectivement à Landivisio. Alors, on va un peu plus au-delà de la Bretagne, parce qu'on va jusqu'à la Loire-Atlantique exactement. Et donc, on fait 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 1200 collaborateurs. Et donc, entreprise familiale, dont je représente la troisième génération, qui a été créée en 1948 par mon grand-père. D'accord, donc en termes d'implantation, précisez-nous un petit peu, c'est la Bretagne, les Pays de la Loire, ça va un petit peu plus loin ou pour le moment c'est déjà un bon, vous avez déjà assez sur votre assiette? Pour le moment on est vraiment sur ce territoire de ces 5 départements. On a un historique plutôt fort en Finistère avec une implantation un peu plus importante sur ce département-là, mais on se développe de manière assez importante sur les autres départements depuis quelques années et notamment sur la périphérie rennaise, on a quelques croissances assez récentes. Donc justement, vous l'avez dit, le groupe a vu le jour en 1948, plusieurs acquisitions ont émaillé l'histoire de l'entreprise, ce qui nous ramène à notre sujet du jour. Quelles sont les dernières acquisitions justement que vous avez bouclées ? Alors la dernière en date, c'est une société qui s'appelle Mortier Matériaux, qui est basée justement sur la périphérie rennaise, qui est un distributeur de matériaux de construction, donc dans notre métier. Et donc on l'a acquis à l'été dernier. Et donc c'est une société qui fait 2 agences, qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, société familiale, qui était tenue par 2 sœurs, les sœurs Mortier. Et donc elles, aujourd'hui, nous ont cédé leur entreprise l'été dernier. Il y a aussi, je crois, dans l'histoire récente, la société SMEG dans le Morbihan. Tout à fait, exactement, qui est une société de matériaux de construction toujours, là plutôt centrée sur le béton, puisqu'on a 2 centrales béton prêtes à l'emploi à Hennebont et à Brec. Et on a aussi une presse à béton qui est située aussi à Hennebont. Alors, question peut-être bête, mais ces 2 acquisitions, pourquoi est-ce que vous les avez menées? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces entreprises? Alors, ce qui nous a intéressé, c'était surtout le côté qu'on était au cœur de notre métier. Nous, dans nos croissances externes, on fait toujours en sorte d'être dans notre métier. Dans l'histoire, dans les quasiment 80 ans d'existence du groupe, pas de croissance externe sur des métiers différents. On reste dans le matériau de construction. Et donc là, effectivement, sur le côté Mortier, on est sur de la distribution, donc ce qu'on connaît très bien. Pareil sur la SMEG, la partie industrie et béton. Et donc, c'était des entreprises de taille intéressante pour nous, parce qu'elles étaient forcément un petit peu plus petites, et donc qui pouvaient s'intégrer de bonne manière. Puis des entreprises familiales, parce que là aussi, il y a quelque chose d'important. Il y a une vraie culture d'entreprise aussi dans ces sociétés. Et donc, on se disait que ça pouvait matcher aussi avec la culture Keguiner. D'accord. Est-ce que aussi l'idée, notamment sur Mortier Matériaux, c'est de se renforcer sur un territoire où vous êtes peut-être un peu moins présent, qui est celui d'Ille-et-Vilaine? Est-ce qu'il y a ça aussi dans la stratégie? Bien sûr. En fait, nous, on a sur notre métier, c'est les artisans en fait, qui viennent dans nos agences pour prendre des matériaux. Et en fait, l'artisan, il vient au plus près de son chantier. Donc, le maillage, il est extrêmement important pour nous. Parce que plus on aura des agences proches des chantiers, plus on ira justement répondre à la demande de l'artisan. Et donc, nous, le maillage, c'est tout le souhait qu'on a dans notre stratégie. Et donc, de pouvoir vraiment avoir des nouvelles implantations sur le territoire et donc de mailler de manière importante l'Ille-et-Vilaine, en l'occurrence avec Mortier. C'est un vrai atout stratégique, cette acquisition. Donc aujourd'hui, c'est quoi votre politique en matière d'acquisition? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la recherche encore de nouvelles cibles, comme on dit, dans ce domaine-là? Ou est-ce que vous êtes opportuniste? Ou est-ce que le marché étant ce qu'il est, un peu compliqué en ce moment dans le monde de la construction, du BTP, est-ce que pour le moment vous sortez un peu de tout ça? Où vous en êtes en fait? Nous, on est en veille permanente sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on écoute toutes les opportunités, on reste vraiment à l'écoute de tous ces sujets. Et en fait, aujourd'hui, sur une période peut-être un peu plus compliquée en termes d'activité, au contraire, nous, la culture, et c'est mon papa qui dit ça pendant des années, c'est qu'il faut investir en temps de crise. Donc au contraire, c'est pour nous quasiment le moment d'investir et le moment de faire de la croissance externe. Parce que quand le marché va repartir, on se sera redéveloppé, on aura densifié, et donc on sera prêt à affronter justement le regain d'activité. Donc on reste en veille permanente parce que chaque dossier est à regarder et chaque opportunité est à voir et à concrétiser en fonction de l'intérêt qu'on peut porter. Après, il faut pouvoir investir en temps de crise. Il faut avoir les reins solides, donc j'entends que c'est possible chez vous. C'est le cas. Alors nous, voilà, on est de cette culture un peu de financier aussi un peu chez nous et on a cette capacité à investir. Parce que donc voilà, on a aujourd'hui encore une vraie possibilité d'investissement chez nous. D'accord, merci Clément Keguiner pour ces premiers éclairages. Avant de poursuivre, je vous propose qu'on se tourne vers mon confrère Romain Roux qui va nous faire un point sur les principales acquisitions en Bretagne en 2024. En 2024, après une période post-Covid difficile, le marché des fusions-acquisitions a repris des couleurs en France et la Bretagne n'échappe pas à la règle. Voici les 3 rachats d'entreprises les plus marquantes de l'année passée dans la région. Et d'abord, le passage sous pavillon BZH de Fauchon
En grande difficulté, la célèbre marque parisienne de gastronomie de luxe a été rachetée par Galapagos. Vous savez, ce sont les biscuits Traumad ou les Gavottes. Le montant de la transaction annoncée en mai est resté secret. Dans le prêt-à-porter, le malouin Beaumanoir a aussi fait l'actualité en reprenant Quicksilver et 6 autres marques de vêtements de glisse. Elles restent la propriété d'un groupe américain, mais elles sont désormais contrôlées par le Breton, là aussi montant secret. Pour rappel, Beaumanoir, c'est 15 000 emplois dans le monde. Et on finit cette sélection avec l'insatiable Samsic, qui a annoncé non pas une, mais 3 opérations de croissance externe en 2024. La multinationale rennaise spécialisée dans le service aux entreprises s'est renforcée dans le nettoyage industriel et dans la gestion des bâtiments. Et elle a fini l'année 2024 en beauté avec l'annonce du rachat de 17 agences d'intérim en France, et ce, alors qu'elle vient de lancer les travaux de son nouveau siège, ici, près de la gare de Rennes. Clément Keguiner, on l'a dit, votre groupe a récemment bouclé 2 acquisitions. J'aimerais un peu qu'on parle de comment est-ce que vous avez choisi, trouvé ces entreprises. Je suppose que d'abord, avant tout ça, il faut établir une stratégie, définir son budget aussi, c'est pas anodin. On entend aussi qu'il ne faut souvent pas faire des acquisitions juste pour faire des acquisitions. Comment est-ce que chez vous, ça s'est passé ? Alors nous, effectivement, on a une stratégie qui est basée sur un projet entreprise qui s'appelle Cap 2025, qui est d'ailleurs en fin de cycle. On va en produire un nouveau à venir. Et donc, on a établi vraiment notre domaine d'activité, où est-ce qu'on voulait se construire, où est-ce qu'on voulait se développer. Et donc, voilà, on avait ce développement en Morbihan, en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique. Et donc, dans ces 2 acquisitions qui sont en Morbihan et en Ille-et-Vilaine, on a eu des dossiers qui sont arrivés en fait sur notre table, puisqu'il y a des cabinets de conseil, il y a des cabinets aussi de cession-acquisition qui sont aussi aujourd'hui existants et qui sont venus nous proposer ces dossiers, qui nous ont entendus comme étant potentiellement dans ces métiers-là. Et donc, on a consulté le dossier et puis on a été au bout de ces 2 dossiers. D'accord, donc c'est des gens qui étaient vendeurs, oui, et pas forcément vous qui êtes allés chercher, identifier, fouiner pour voir ce qui potentiellement pouvait vous intéresser. Exactement. Alors c'est des sociétés qu'on avait déjà décelées, comme avec un vrai potentiel. D'accord. Qui cochaient les cases. Exactement, de notre stratégie. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que le dirigeant de l'entreprise, il cède l'entreprise quand il veut. Donc en fait, c'est toujours difficile de forcer ou en tout cas d'aller essayer d'avancer les choses trop vite. Mais c'est à un instant T, la chose se présente à nous et donc on se dit, voilà, c'est le moment et donc il faut qu'on regarde le dossier à ce moment-là. Donc quand comme vous dites, on regarde le dossier, comment ça se passe? Vous allez toquer à leur porte, vous leur envoyez un mail et puis c'est parti? Alors non, ça se fait en lien avec le conseil parce qu'effectivement il y a tout un process, c'est un moment important à la fois pour nous mais aussi pour le cédant parce que généralement c'est des sociétés familiales comme je le disais et donc il y a toujours un affect, il y a toujours une période aussi particulière. S'il y a une décision de céder, il y a aussi un contexte, peut-être qu'il n'y a pas de repreneur, peut-être qu'il y a aussi une volonté de faire autre chose. Donc on ne connaît pas ce contexte-là et donc c'est pour ça aussi qu'il faut le comprendre, il faut aussi l'assimiler et donc voilà, d'être aussi avec autour de la table d'autres personnes que nous, ça aide aussi à apaiser les débats, ça aide aussi à avoir des discussions plutôt libres et donc c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais, donc se faire accompagner, c'est presque quasi nécessaire dans ce genre de moment. C'est essentiel, au contraire, justement d'avoir des conseils autour de la table pour aussi vraiment appréhender les choses de la même manière, comprendre les enjeux, comprendre les attentes des uns et des autres, c'est essentiel. Et qu'est-ce qu'on regarde quand on a un dossier sous les yeux? On regarde les chiffres, je suppose, on regarde quoi? On regarde les ressources. Qu'est-ce qui vous intéresse? On regarde un peu tout. Alors c'est sûr que les femmes et les hommes c'est important parce qu'évidemment que nous c'est ce qu'on base dans le métier. On a 1200 collaborateurs qui travaillent, donc c'est de voir c'est quoi cet actif aussi en termes de personnes qui travaillent. C'est de voir le résultat évidemment, de voir l'activité, de voir le fonds de commerce, l'ensemble des clients aussi qui participent à ça, de voir l'activité en tant que telle parce que nous on a divers matériaux, donc quels matériaux ils adressent et puis de voir aussi l'ensemble des actifs, où est-ce qu'elle est située l'agence, où est-ce qu'elle est situé le site industriel, les camions, enfin voilà, tous ces actifs qui font l'entreprise. Et donc c'est pour ça que c'est un travail assez important parce qu'il faut vraiment aller creuser sur l'ensemble de l'activité et l'ensemble du dossier. Donc souvent on entend aussi qu'une acquisition ça se fait pas comme ça et que ça peut être beaucoup de travail pour quelque chose qui finalement débouche sur rien parce que justement toutes les cases ne sont pas cochées. Vous confirmez justement que ça peut… Ça peut arriver, il faut effectivement, comme vous le dites, pas faire une acquisition pour faire une acquisition, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que ça crée de la synergie dans le groupe et donc à partir du moment où quand on creuse le dossier on se rend compte qu'il n'y a pas forcément ces synergies qui peuvent être créées, effectivement on peut laisser passer un dossier pour ces raisons-là. D'accord. Donc après on se met dans le processus, on se met d'accord, on signe
signe, les banques aussi suivent, ça c'est un sujet important. Et derrière, c'est parti. Comment ça se passe? Ça, c'est 20% du travail, après il reste 80%, c'est tout de l'intégration, et ça c'est l'autre part, mais qui est aussi passionnante. C'est prendre l'actif qu'on vient d'intégrer, et puis justement le mettre au goût de notre culture, mais aussi prendre la culture de l'entreprise qu'on vient d'intégrer, parce qu'on a toujours des choses à apprendre des autres, on a toujours des choses à prendre aussi dans ces actifs, et donc c'est de faire matcher les deux, ce qui n'est pas forcément toujours très simple, mais ce qui est hyper passionnant, parce qu'on vient mélanger des cultures, et on vient apporter justement de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes dans notre structure, et ça c'est le plus passionnant. Donc l'intégration, c'est presque l'un des moments clés du tout le processus. Bien sûr, parce que on change les systèmes d'information, on change peut-être aussi des manières de faire, on change la culture, on change de nom aussi, parce que c'est pas rien, quand on passe d'un ancien nom au Keguiner, c'est pas simple non plus. Donc voilà, c'est toute cette assimilation qui est importante, et ça prend du temps, et il ne faut pas se tromper, il faut faire les choses tranquillement et sereinement pour pas non plus brusquer, parce que ça serait, je crois, une erreur. Écoutez, merci beaucoup Clément Keguiner pour toutes ces explications. Avant de terminer cette émission, je vous propose qu'on écoute le plus de l'expert Banque Populaire Grand Ouest. Merci. Pourquoi vous développer à l'international? L'exportation est un levier puissant pour accroître votre chiffre d'affaires. En vous ouvrant à de nouveaux marchés, vous pouvez multiplier vos opportunités à des pays ayant notamment des perspectives de croissance significatives, diminuer les risques de dépendance liés à un marché unique, bénéficier d'économies d'échelle en réduisant ainsi vos coûts unitaires. De plus, s'attaquer à de nouveaux marchés constitue souvent un moteur à l'innovation profitable à toute l'entreprise. Enfin, c'est assurer également la pérennité de votre entreprise en vous protégeant des fluctuations économiques et des crises locales. Votre partenaire bancaire, comme la Banque Populaire Grand Ouest, dispose de tous les outils pour vous accompagner dans un développement à l'international. Depuis vos premiers pas, pour identifier et travailler avec de nouveaux partenaires commerciaux afin de développer vos ventes, il pourra étudier avec vous vos projets d'implantation de filiales jusqu'à vos opérations de croissance externe. Alors, êtes-vous prêt à franchir le pas vers l'international ? C'est la fin de notre émission, aujourd'hui consacrée à la croissance externe. Dans le monde économique, les acquisitions d'entreprises sont souvent regardées de très près. Pourquoi ? Parce qu'elles donnent des clés sur la santé d'un groupe, renseignent sur sa stratégie de développement, montrent aussi quelles sont les grandes tendances du moment dans un secteur et racontent le jeu de Monopoly auquel peuvent parfois se livrer des concurrents. On l'a vu avec Clément Keguiner, une acquisition ça se pense, ça s'anticipe, ça se réfléchit. Un conseil qu'aurait peut-être dû écouter Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Après avoir mis la main sur plusieurs entreprises dont Instagram et WhatsApp, le petit génie de la Silicon Valley a souhaité renommer son groupe qui s'appelait également Facebook. En 2021, la grande nouvelle tombe, exit Facebook, bonjour Meta, un nom censé renvoyer au métavers, cet ensemble d'univers virtuels où il serait possible d'évoluer en 3D. Problème, la marque est déjà déposée aux États-Unis par une start-up américaine qui fabrique des ordinateurs Meta PC. Criant à la violation de propriété intellectuelle, la petite entreprise de 25 salariés attaque le géant de la tech et lui réclame la coquette somme de 20 millions de dollars. L'histoire ne dit pas si Mark Zuckerberg a payé ou pas les 20 millions de dollars. Elle montre en revanche qu'on peut être à la tête d'un des plus grands groupes américains et mettre son business dans une situation compliquée en passant à côté de détails qui n'en sont pas vraiment. À bientôt.